Donc, bonjour et bienvenue à vous tous. Donc, tout d'abord, je vous souhaite Happy Diwali. Le 14 novembre, c'était Diwali, le fête de la lumière. Donc, c'est l'équivalent de Noël pour les Indiens. Donc, il y a Anju qui va nous dire tout à l'heure. Bienvenue, Anju. Elle va Bonjour. elle va nous parler tout à l'heure de Diwali aussi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens sur les sujets de l'innovation et l'écologie et l'innovation frugale. Donc, l'innovation frugale, c'est trouver des solutions ingénieuses avec les ressources du bord. On a des pénuries avec le temps actuel, donc comment est-ce qu'on peut être ingénieux? Et en 2019, on a organisé le premier Frugal Innovation Day avec Marc Tirel. Marc, si tu veux te présenter. Merci, merci Abby. Moi, en deux mots, j'interviens et je m'intéresse à tout ce qui est en train de naître dans tous les domaines. Donc voilà. Il se trouve que j'ai rencontré Abby, ça fait quelques années maintenant, que je suis allé chez lui, mais pas à la période de Diwali, juste un peu après. Et voilà. Et par ailleurs, je connais Anju aussi qui, elle, habite à Ahmedabad, mais on va lui laisser la parole. Voilà. Bienvenue à tous. Donc, en 2019, c'était le premier Frugal Innovation Day. Et cet été, à cause du confinement, on a organisé une série de webinaires. Et l'année prochaine, début février, on va organiser le deuxième Frugal Innovation Day. Donc, ça serait 2 jours en ligne et une journée à 1 heure de Paris. Ça va être une surprise. Et donc, le sujet, on va l'annoncer dans les prochaines semaines, mais ça va probablement être autour de l'écologie sacrée, et des éco-villages. Donc, à l'occasion de Diwali, nous avons ce Zoom spécial, le dernier pour cette année. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éducation et l'amour pour éclairer notre avenir commun. Donc, pour commencer, nous pouvons s'inspirer de 3 grands innovateurs humanistes. Donc, Gandhi, il a innové dans la paix avec son approche de la non-violence et sa devise que soyons le changement qu'on veut voir. Il y a Steve Jobs qui a relié les sciences humaines à la technologie et il avait la conviction que les ordinateurs étaient des vélos pour l'esprit. Et cette révolution de l'information est une révolution d'énergie intellectuelle libre. Et nous avons la chance d'avoir Pierre Rabhi en France, pionnier en agriculture écologique et qui a créé le mouvement du colibri. Et il dit que la sobriété est une option heureuse qui produit une vie allégée, tranquille et libre. Le bonheur n'est pas dans la possession, dans l'amour, mais dans l'être. Et donc, il y a un changement de paradigme et c'est le moment de remettre en question nos croyances, le système, la notion du progrès. Et donc, pour ça, nous avons 2 belles personnes qui sont avec nous, Anju et Sophia. Donc, Anju a créé il y a 20 ans, Anju et Pascal ont créé il y a 20 ans en Inde une école qui s'appelle la Mahatma Gandhi International School. Et Sophia Strilrever est auteure, conférencière, biographe française du Dalai Lama. Et donc, Anju a innové dans l'éducation et Sophia a innové dans l'art d'aimer. Et donc, Anju, c'est à toi, si tu peux te présenter et nous dire un mot sur comment est-ce que vous avez fêté Diwali et, ton projet de l'éducation au niveau national en Inde. Namaste tout le monde. Nous, on est basé en Inde et c'est vrai que c'est le jour de Diwali. En fait, c'est le nouvel an aujourd'hui, selon le calendrier indien, hindou en fait. Donc, le Diwali, c'est la fête de la lumière, mais c'est aussi lié avec la mythologie
indienne, l'épique indienne qui est écrit, qui s'appelle Ramayana. Alors, on ne sait pas historiquement si Ram, le dieu Ram, a existé ou pas, mais en Inde, il y a toujours cette jointure entre la mythologie indienne, la mythologie et l'histoire. En fait, tous les deux sont presque pareils dans l'esprit. Donc, c'est vraiment quand on a vaincu, quand Ram a vaincu les forces du noir et les gens de cette ville Ayodhya ont fêté avec la lumière. Donc, on met les lampes à l'huile partout et puis bon, maintenant, il y a aussi des feux d'artifice. Donc, ça, on a déjà fait avant-hier. Et aujourd'hui, c'est le nouvel an qui commence en Inde, voilà, selon le calendrier hindou. Sinon, moi, je m'appelle Anju, comme Abhinav a déjà dit, et Marc aussi. Et voilà, Pascal, mon mari, français. Moi, je suis indienne d'origine. Et on a créé cette école qui s'appelle Mahatma Gandhi International School, Ahmedabad, qui est à l'ouest de l'Inde. Alors, le sujet aujourd'hui, Abhinav a proposé l'amour et l'éducation. Et c'est quelque chose qui est tellement vaste parce que tout le monde parle de l'amour. Mais quand on est dans l'éducation, et nous, on a créé cette école il y a 22 ans, et Ahmedabad, c'est la ville de Gandhi. Ça veut dire que Gandhi il a commencé ses mouvements d'indépendance de cette ville. Il a aussi créé son ashram à Ahmedabad. Et donc, il y a une grande influence de Gandhi déjà de cet état de l'ouest de l'Inde qui est le Gujarat. Nous, on a nommé notre école après Gandhi. D'abord parce que Pascal, quelqu'un qui croyait beaucoup dans les principes que Gandhi a évoqués, surtout celui de la non-violence. Et la non-violence, c'est la base de tout ce qu'on fait dans notre école. C'est on dirait la condition sine qua non pour être dans cette école. Sinon, c'est une école sur les principes démocratiques, dans la mesure où ce sont les enfants qui créent les règles et on travaille ensemble, mais c'est une école internationale qui amène les enfants au bac international, parce que ça, c'était important au niveau indien d'avoir un accès, de donner cet accès à une population, ce qu'on appelle les middle class et les enfants des pauvres. Donc, c'est une école expérimentale, en quelque sorte. Mais ce n'est pas un bon mot expérimental parce qu'on n'a pas vraiment expérimenté sur les enfants. On savait qu'est-ce qu'on allait faire et c'est plutôt une approche humaniste, constructiviste. Et les enfants font des projets qu'on décide ensemble et on les amène jusqu'au bac quand même à la fin de leur scolarité. Donc, ils peuvent aller à l'université. Ils font aussi d'autres choses. Il n'y a pas que le bac international. Il y a aussi, ils apprennent à faire des films. Ils ont des programmes techniques aussi pour choisir les vocations, les professions après. Et donc, voilà, je vais peut-être faire une petite présentation pour vous montrer comment on peut, comment est-ce qu'on peut opérationnaliser l'amour en éducation, parce que c'est un mot concret, mais à la fois abstrait quand on veut faire quelque chose. Parce qu'est-ce que l'amour, ça suffit pour gérer une école? Et ce n'est pas sûr. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en action dans la classe, en thème pédagogique? Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Pascal, si tu veux dire quelque chose ou... Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi une espèce de péréquation entre amour et compassion. Je pense que l'un doit aller avec l'autre. Si on parle d'un amour qui déborde le cadre des relations familiales directes. Et effectivement, l'amour, c'est une dimension essentielle. Mais est-ce qu'elle suffit? Il y a le beau livre de Bruno Bettenheim qui dit « L'amour ne suffit pas ». Donc, quelqu'un qui était dans l'éducation, qui a travaillé avec des publics en difficulté. Et je pense qu'effectivement, l'amour, c'est un élément fondamental, mais il lui faut un habillement, il faut comme Anju le dit, que ce soit opérationnalisé pour qu'on puisse réellement avoir une action concrète dans l'éducation. Donc, on va faire une petite présentation. Là, Alors, cette présentation, c'est les photos de l'école, ce n'est pas les schémas, etc., juste d'une manière abstraite. Hein. Donc, voilà, je vais juste commencer tout de suite. Et je pense que... je vais juste faire le slideshow. Est-ce que vous voyez bien là? Abhinav, tu vois bien Oui, oui. Et c'est full screen.
Ouais. D'accord, ça marche. Donc voilà, ça c'est le nom de l'école, Mahatma Gandhi International School. Et vous voyez, c'est écrit au fond, connais-toi toi-même. Et chaque fois, je mets l'emphase là-dessus parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Quelle est leur passion, quels sont leurs intérêts, les atouts et surtout qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, comment est-ce qu'ils veulent contribuer à la société, quelle est leur place dans la société. Et beaucoup d'angoisse et beaucoup d'anxiété est générée chez les jeunes parce qu'ils ne savent pas que faire avec leur vie et où est-ce qu'ils sont dans cet univers, où est-ce qu'ils se placent. Donc, en fait, le rôle de l'éducation, c'est pas seulement passer les examens, ça c'est juste quelque chose qu'il faut le faire à côté, mais c'est vraiment se connaître. Et ça, il faut qu'on les aide à découvrir ça. Là, je vous montre une photo qui est le résultat de cette pédagogie. Donc là, il y a cet enfant et ces enfants, ils ont préparé la nourriture dans notre projet à l'école, projet café. Et c'était la fête qui s'appelle Raki, où on va mettre une bande, un ruban sur les bras, le poignet des autres. Et en fait, assez souvent, c'est les frères et les sœurs dans la famille, mais ça peut être entre des amis. Et quand nos enfants sont sortis, ils ont préparé des gâteaux, ils sont sortis dans la rue. Et ces jeunes filles ont vu quelqu'un qui était en train de mendier et ce qu'on appelle en anglais un rag picker, qui est assez souvent des gens que les autres ne regardent même pas. Et quand il était en train de regarder ces filles, et cette fille, effectivement, elle est allée lui mettre ce raki et donner des gâteaux. Et lui, il s'est effondré en larmes parce qu'en Inde, il y a beaucoup de couches. Il y a la classe et il y a la caste aussi. Et les gens qui sont pauvres et qui sont peut-être aussi d'une basse caste et assez souvent les travaux manuels liés avec la propriété et tout, sont donnés aux gens de hors caste ou de très basse caste. Et donc, c'est vraiment des gens qui sont marginalisés à la marge de la société. Donc ça, c'était quelque chose que nos enfants ont fait avec une spontanéité et c'était capturé par une photo. Et c'est ce qu'on appelle aussi les intouchables, parce qu'effectivement, il y a ce tabou terrible qui dit qu'on ne, non seulement on ne peut pas toucher, on ne peut pas les toucher, mais on ne veut même pas toucher quelque chose qu'ils auraient touché. Et là, vraiment, voilà, ça casse tous ces tabous effroyables du système des castes, parce que c'est non seulement approcher, aller toucher cette personne, mais c'est lui offrir un peu d'amour, lui offrir ce ruban au poignet, puis un gâteau. Là. Voilà, donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à ça. Une des choses qu'on fait dans l'école, c'est qu'ils font des projets différents. Là, c'est un des projets qui en marche depuis 22 ans et qui est le projet de cafétéria. Et c'est les enfants qui préparent la nourriture, mais en préparant, quand ils choisissent qu'est-ce qu'il faut faire, pour qui il faut faire, comment il faut faire, c'est eux qui font les achats, c'est eux qui préparent, c'est eux qui tiennent la comptabilité. En fait, c'est comme ça qu'ils apprennent la mathématique, la science, les langages, etc. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de fragmentation de la connaissance en sujets. Les sujets sont à l'intérieur des projets qu'ils font et les compétences aussi. Donc, on utilise aussi plein de sens différents quand on fait ces projets-là. Donc, voilà, les yeux bandés, on touche la nourriture, les odeurs, etc. On évoque tous ces sens-là parce que le corps humain, on comprend le Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis devenue mute. Peut-être, j'espère que je ne parle pas trop parce que l'ordinateur m'a fait un mute. Mais bon, là, ça va. Donc, je disais que le corps humain, on comprend le corps, l'univers ou la vie à travers les sens. Et donc, dans l'éducation, l'utilisation du corps et les 5 sens, et peut-être même le 6e sens, est très important. Et donc, nous, on donne beaucoup d'emphase là-dessus.
Voilà, donc ils préparent en groupe, ils choisissent et c'est comme ça qu'ils font les volumes, les proportions, la comptabilité, le profit, la perte, le management, la publicité, etc. Et bien sûr la science. Donc ce qui est important quand on parle de l'amour, une éducation qui peut créer un écosystème de l'amour, il faut d'abord parler de la connexion parce que notre éducation, ça nous a coupé du monde extérieur, ça nous a coupé du groupe, les autres, et ça nous a coupé de nous-mêmes, de soi-même et le soi intérieur. Donc, il faut rétablir cette connexion. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est la coopération. La coopération, c'est en travaillant avec les autres qu'on apprend aussi à aimer. L'amour, comment est-ce qu'on peut amener cet amour en opération? Donc, c'est la coopération. Et la créativité, parce que l'expression du soi, c'est très important. Quand on est réprimé, quand on n'arrive pas à exprimer sa propre créativité, il y a une colère qui peut s'établir et il y a ou un désespoir. Et ça ne peut pas amener, ça peut pas fructifier vers l'amour. Donc, ces trois choses-là sont très importantes. Donc, comment est-ce qu'on peut se connecter? Il y a déjà le corps, j'ai dit le corps est une ressource, donc travailler avec le corps, comprendre le corps, son propre corps, et là on voit que les enfants sont en train de mettre l'emphase sur le corps, ils sont en train d'identifier en jargon ou la terminologie scientifique. Ils dessinent leur propre silhouette. Et en fait, c'est leur propre silhouette. Ce n'est pas quelque chose qui est donné par un iPad ou dans un texte scolaire. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de très concret. C'est leur corps. Et donc, ils font, alors vous voyez, ils font en paire. Et ça aussi, c'est quelque chose en termes de pédagogie, c'est très important. En Inde, quand il y a beaucoup de différences entre garçons et filles, casser ces barrières entre les garçons et filles d'une manière ludique, mais en même temps intéressant parce qu'il y a un projet derrière ça. Donc ça, bien sûr, ils sont en train de maintenant donner les noms, identifier les parties différentes de leur corps. Ils ont fait des grandes marionnettes après, ils ont fait la même chose, mais maintenant ils ont créé des marionnettes énormes en tissu. Et maintenant, ils sont en train de mettre encore identifier les parties différentes de leur corps. Et après, ils ont habillé leurs marionnettes et puis ils font des jeux de rôle, etc. Donc, les jeux de rôle sur des sujets qui les touchent. Ça peut être le bisoutage, ça peut être d'autres sujets qui les intéressent. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, pourquoi connexion, coopération et la créativité? C'est parce que ces trois choses nous amènent sur d'autres choses très importantes. La connexion, ça nous amène vers l'intuition, parce que la connexion avec l'extérieur et la connexion à l'intérieur de soi-même, on peut toucher l'intuition à travers cette connexion. La coopération, quand on veut travailler avec quelqu'un, il y a une intention qui est derrière. Et cette intention est très importante. On comprend pourquoi je fais ça. Et donc, ça touche l'intention. Et la créativité, mais ça touche l'imagination, bien sûr. Et ça, c'est très important pour s'épanouir. Et peut-être aussi pour l'invention, etc. Donc, à partir des trois connexions, coopération, créativité qui se situent dans les dimensions physiques et matérielles, on va vers l'intuition, l'intention et l'imagination qui se situent dans des dimensions non matérielles, c'est-à-dire dans un monde qui n'est plus limité aux trois dimensions ou même des quatre dimensions d'Einstein, mais on va dans un monde qui a beaucoup plus de dimensions. Voilà, on se libère c'est le post-matérialisme, on se libère du matérialisme. Donc, quels sont les projets qu'on peut faire? Voilà, il y a un des projets qu'on a fait, par exemple, c'est l'expérience du riz de Masaru Emoto. Vous pouvez voir ça sur YouTube, ça s'appelle Mind Over Matter, MGIS, et c'est aussi sur notre site web. Alors là, ils ont mis 3 jarres avec du riz, qui était, là, c'était pas cuit, mais Emoto, il avait fait avec du riz cuit. Ils ont donné une émotion différente à chaque jarre. L'amour, et puis, à un jar, à l'autre jar, ils ont donné une émotion négative. Et le troisième jar, ils ont ignoré. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont donné cette émotion? Ils disaient bonjour avec l'amour, ou ils disaient I love you en anglais, ou ils exprimaient leur amour pour un jar. Et l'autre jar, ils donnaient une émotion négative. Ça veut dire qu'ils disaient idiot, t'es bête, ou des choses comme ça. Et le troisième, ils ignoraient. Donc, en fait,
Là, on voit que les enfants, ils sont en train de voir les résultats. Ils ont fait ça pendant 1 mois. Alors, c'est intéressant parce que dans les premières semaines, il n'y a pas eu une grande différence, mais à la fin, après 3 mois, on a quand même vu que le jar avec du riz qui a reçu de l'amour, l'eau restait très claire, complètement claire. Et le jar qui a reçu une émotion négative, c'était très foncé et il n'y avait pas de vie. Ça veut dire que dans le jar qui a reçu l'amour, il y avait des vers qui étaient sortis, qui étaient en vie. Et le jar qui a reçu l'émotion négative, il y avait pas de vie, il n'y avait rien, c'était complètement stérile. Et le troisième jar qui était ignoré, les vers sont sortis, mais ils sont morts. Donc ça, c'est très important parce que comme conclusion pour nos profs, c'était que même l'enfant qui est ignoré dans la classe, on est en train de tuer l'âme de cet enfant. Donc c'est très important de regarder les enfants, de les tenir dans le regard, mais un regard qui valide l'enfant, pas un regard qui est plein de jugement ou de critiques, mais c'est un regard qui valide l'être de l'enfant. Ça, c'est très important. Et il faut bien insister sur le fait que pendant cette expérience, il n'y a aucune manipulation physique. C'est simplement un groupe d'enfants, c'est des enfants de 5 ans en fait, de maternelle, vient pendant 30 secondes le matin avant d'aller dans leur classe et ils donnent simplement une intention, donc positive, négative ou ignorée. Et ce résultat arrive au bout d'un mois et on a vraiment une différence absolument incroyable. C'est vraiment le pouvoir de l'esprit sur la matière. Et ça, c'est vraiment une éducation importante parce qu'au lieu d'apprendre que des formules et les définitions, si les enfants, on a amené les enfants à comprendre quel est l'effet des émotions qu'ils ont et comment la pensée à travers ces émotions crée le stress dans le corps ou peut créer aussi le bien-être, c'est très important. Là, je vais juste mettre une des phrases qu'on a trouvées de notre fille, Tara. Tara nous a quitté ce monde en 2014, donc elle n'est plus avec nous physiquement. Mais Tara, étant un être extrêmement évolué, elle nous a laissé plein de messages. Et ça, je voulais juste partager avec vous. Chaque conférence, j'essaie d'amener quelque chose qui est lié avec le thème de la conférence. Et là, elle avait écrit, et en fait, j'avais publié ça dans un de mes articles en 2011. Donc, c'était bien avant que Tara nous quitte. Et elle avait dit, je me sens toujours entourée d'une énergie positive et que tous les deux, les énergies négatives et positives, sont en fait les mêmes. Seulement, la pensée négative nous dirige vers une action négative et la pensée positive vers une action positive. Et finalement, c'est une question de choix. Et qu'est-ce qu'on choisit, positif ou négatif? Et je trouvais que c'était très, très profond comme compréhension du monde d'un enfant qui avait que 9 ans. Donc, nos jeunes là, dans notre école ou dans n'importe quelle école, c'est très important de les amener à faire ces choix-là. Et comment on peut faire ces choix et aller vers l'autre, parce que l'amour, c'est aussi aller vers l'autre. Et comment on peut faire ça? Et à mon avis, c'est quand on peut dissoudre les frontières de soi, les frontières ou les boundaries ou comment on dit les frontières de soi. Ça veut dire que les connexions avec l'environnement deviennent perméables, et la connexion avec le groupe devient perméable, ça veut dire qu'il y a plus d'interaction avec le monde extérieur, avec les autres. Et c'est là, il y a une espèce de dissolution du soi. Et pourquoi je vous amène ça, je parle de ça? Parce que dans la philosophie indienne et dans les textes anciens indiens, l'épistémologie, enfin bouddhiste aussi, il y a la philosophie de non-dualité. Ça veut dire qu'aller vers la connaissance de soi, il faut que le soi soit dissous. Il faut que je sois immersée avec l'univers, en fait, ou avec le cosmos. Donc, la dissolution de soi, c'est vraiment la route vers la libération. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'amener ça, créer ces opportunités pour les jeunes, pour aller vers les autres. Et c'est comme ça qu'on peut créer la compassion chez nos jeunes. Et je voudrais aussi dire quel est l'impact sur l'apprenant. Bien sûr, c'est les enfants qui nous ont dit tout ça, les motivations, le bien-être, bien sûr. Ça, c'était important. Je vais vous parler de résolution de nombreux problèmes psychosomatiques. Quand on a créé cette école il y a 22 ans, je savais déjà par ma propre expérience que
on est en train de créer, les enfants sont malades parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Donc, ils créent la maladie. Ils ont mal à la tête, mal à l'estomac, ils ont la fièvre et tout. Donc, je me suis dit, si une école peut créer la maladie chez l'enfant, mais on peut faire le contraire aussi. On peut aussi créer le bien-être parce que les enfants, ils veulent venir à l'école, ils se sentent bien. Donc, voilà. Donc, on a eu beaucoup de cas, beaucoup de cas où les enfants sont arrivés avec des gros problèmes et dans les jours qui ont suivi, ils étaient guéris à vie. Bien sûr, il y a la confiance en soi et le développement du savoir-être, etc. Et une prise de conscience et développement des perceptions extrasensorielles. Et ça, c'est devenu maintenant quelque chose de très important dans notre école. On est en train d'amener un programme aussi pour élargir la conscience. Une des choses importantes, juste au passage, pour dire aussi qu'il n'y a pas d'examen. Bien sûr, il y a des examens à la fin de leur scolarité, mais en fait, on donne la valeur, on fait une évaluation, on donne la valeur à l'enfant. Et je veux partager avec vous qu'aujourd'hui, en fait, c'est une petite école à l'échelle indienne, il n'y a que 300 enfants par choix. Et ce n'est pas une école privée, c'est une école qui a été créée avec les autorités municipales. Donc, en fait, c'est leur bâtiment et on a fait une association ensemble. Mais ce que je veux dire qu'après 22 ans, maintenant, l'Inde a fait des réformes dans l'éducation. Ils ont déjà amené le document, la politique. Et ces réformes maintenant vont amener à un bulletin où il n'y a pas de notes. Et moi, j'ai fait une présentation aussi pour le gouvernement. C'est maintenant devenu la politique nationale. Et à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de notes jusqu'à l'école secondaire, plus de notes aux enfants. Et ça, parce que j'avais dit, donner des notes aux enfants, couper des points, couper des notes pour les enfants, c'est une forme de violence. Et ça, il ne faut pas. Il faut au contraire trouver comment on peut valoriser l'enfant à travers le travail que l'enfant fait. Voilà. Je vais peut-être finir maintenant avec encore quelque chose que notre petite Tara avait dit. Elle avait dit que la vie est comme une roue et que tout est lié et tout est interconnecté. Donc, tout ce qu'on envoie au monde extérieur, c'est ça qu'on reçoit aussi. Et donc, c'est important que l'enfant soit bien parce qu'une société peut être fondée que sur les enfants qui ont eu une enfance heureuse ou comme ça, on peut avoir des adultes qui sont heureux. Merci. Et je vous suggère de regarder cette photo avec sans aucun préjugé et de regarder cette aura qui est autour de cet enfant, donc de notre fille, et qu'on ne voyait pas à l'œil nu, mais qui apparaît dans cette photo et dans cette image. Voilà, et donc maintenant, on a créé ce mouvement qui s'appelle École de Tara. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Judy et Pascal. C'était super intéressant. Ces notions de connexion, coopération et créativité, je pense que nous, on manque, en tout cas dans les entreprises, cette connexion à la matière. Et c'était super intéressant aussi l'expérience avec l'eau. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de les mettre en chat, et on va les prendre tout à l'heure. Et maintenant, j'invite Sophia de nous parler, d'élaborer sur cette notion de l'amour. Et il y a son livre, L'urgence d'aimer. Merci Abby, merci à tous. Et c'était vraiment très émouvant d'écouter Anjou et Pascal parce qu'ils nous parlaient des enfants sont l'humanité de demain. Et les principes de l'éducation qu'ils ont mis en place dans ces écoles sont vraiment ceux que l'on peut souhaiter pour que l'humanité puisse puisse se développer vers un futur souhaitable et soutenable. Donc, j'ai été particulièrement aussi émue de voir ces visages, les situations et puis les messages, bien sûr, de Tara, cette belle lumière blanche qui est venue jusqu'à nous à travers elle. L'amour, alors oui, c'est un mot, c'est une formule, mais pas seulement, évidemment. Je pense que c'est certainement nos plus grandes joies humaines, aimer, être aimé. Et on a évidemment dans un
on pense plutôt que l'amour concerne la sphère privée, que ça concerne l'individu, l'épanouissement de l'individu. Mais il y a beaucoup d'indices qui nous montrent aussi qu'on peut passer de la sphère privée au collectif et que l'amour, en fait, est une énergie. C'est un sentiment, bien sûr, c'est une émotion, mais c'est aussi une énergie. Et là, je retrouve complètement les 3 C, l'amour comme énergie de connexion, la capacité de créer des liens, la capacité aussi et la puissance de ces liens. Et on le voit aujourd'hui dans cette crise systémique qui impacte le monde, à quel point tout repose sur les liens et que lorsque les liens sont rompus, comme ils le sont par exemple avec le monde naturel, avec les animaux, avec les végétaux, bien, c'est la source de véritables catastrophes. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre cette rupture des liens. Et ça fait partie, donc, tout ce qui, au niveau de l'éducation, va permettre de recréer du lien, devient absolument essentiel. L'amour, c'est aussi la coopération, bien sûr. Je me référerai par exemple à Margaret Mead, cette grande anthropologue américaine. Et lorsqu'on lui demandait comment elle situait le début de la civilisation, sa réponse c'est que le début de la civilisation, les indices que je retiens, ce ne sont pas les objets, ce ne sont pas les outils, ce ne sont pas les œuvres d'art, parce qu'avant tout cela, pour que il y ait la possibilité de créer une culture, il a fallu précisément qu'il y ait des liens, qu'il y ait des connexions. Et donc pour elle, l'indice du début de la civilisation, elle le référait à un squelette qu'on avait trouvé, un squelette avec un fémur cassé. Et elle disait bien, si un animal dans la nature se casse un os, et notamment un fémur, qui est un os essentiel, eh bien, il ne peut plus aller à la source pour s'abreuver, il ne peut plus aller chercher de la nourriture et il est condamné donc à mourir lentement tout seul. La différence avec une société humaine, c'est que cet être humain qui avait cassé son fémur a été entouré par le groupe, il a été nourri, il a été réchauffé et c'est à travers cela qu'il a pu se guérir. Et donc elle disait que si on vient à l'origine de ce qui nous permet de vivre en humanité, de vivre en société, eh bien ce sont ces liens et la capacité de créer ces liens, c'est l'amour. Donc on retrouve aussi l'idée de la coopération. Et là encore, aujourd'hui, dans la crise que l'on traverse, on se rend compte qu'il faut développer la coopération, qu'il faut développer les liens et que si notre monde va aujourd'hui vers un effondrement, c'est parce que justement, c'est tout ce tissu social qui s'est petit à petit délité et qui nous amène à ces impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc là, je retrouve dans l'exposé qui a été fait vraiment cette essence même de l'énergie d'amour qui va permettre aux êtres humains de se constituer en humanité. Et tout ce qui va contrarier ces liens, tout ce qui va être cette perte des liens, va ramener la société à de la violence. Donc, clairement, créer des liens, créer des connexions, c'est aussi faire œuvre de paix. Mais si on revient à l'énergie qui va rendre possible le développement de ces liens, c'est bien cette énergie d'amour, c'est cette capacité d'aller vers l'autre. C'est donc cette capacité à la fois d'empathie. À un moment, on a évoqué la différence entre amour et compassion. Donc, dans l'amour, il y a aussi la part à la fois de l'empathie. L'empathie, c'est d'être sensible à la souffrance de l'autre. La compassion, c'est mettre en œuvre des stratégies d'aide, de soins qui vont permettre de régler les problèmes de l'autre. Et traditionnellement, on dit que l'amour, c'est ce qui va amener la joie, ce qui va amener le bonheur. Aimer, c'est prendre soin, donc ça, c'est la partie de compassion. Et aimer, c'est aussi donner du bonheur, c'est aussi rendre heureux.
Et si en octobre, donc j'ai publié ce livre, L'urgence d'aimer, c'est qu'il me semble que justement en amont de toutes les crises que nous traversons, que ce soit la crise sanitaire, crise sécuritaire, crise environnementale, euh, crise sociale, économique, il y a ce manque d'amour. Et que ce manque d'amour, c'est intéressant parce qu'en fait, il vient à la fois de l'individu et de l'individu pris donc individuellement, mais de l'individu pris aussi dans la société. Et qu'un vrai projet de société doit prendre en considération cette dimension-là, cette énergie, c'est-à-dire ancrée dans les cœurs et les consciences, bien sûr, mais ancrée vraiment dans les cœurs le mouvement vers une société solidaire. On ne peut pas se contenter de formules, même les plus belles. Il faut arriver à incarner aussi cet amour. Et là, je trouve que, par exemple, les expériences avec les jarres de riz et puis pour faire prendre conscience aux enfants, justement, euh, que, que l'amour est aussi une action, que c'est pas juste, c'est une action. Pourquoi? Parce que c'est une énergie à la base. C'est donc pas juste une pensée qui ne fait que traverser l'esprit. Le simple fait de prononcer des paroles d'amour, c'est-à-dire que l'on va diriger cette énergie d'amour et on voit les effets, on constate la transformation de la matière elle-même. Parce que l'amour est une vibration, comme la matière aussi est une vibration. Donc l'amour a cet impact, c'est une énergie qui va véritablement transformer la matière. Donc, c'est comme ça qu'on peut passer d'une transformation de soi à une transformation du monde. Et que des idéologies qui voudraient transformer le monde sans transformer les individus, jusqu'à présent, n'ont pas prouvé qu'elles y parvenaient. Ce qu'elles ont apporté, ça a été encore plus de malheur, encore plus de violence, parce que ce sont été des idéologies clivantes et qui n'ont pas réussi à créer, ce que disaient très bien Anjou et Pascal, cette connexion aussi avec soi-même. Donc c'est pour ça que j'ai créé ces méditations. En fait, j'ai appelé médite-action et j'ai appelé méditation Be the Love en reprenant la formule de Gandhi. Comme le rappelait Abby, Gandhi nous a dit Be the change you want to see in the world. Et pour moi, ce qui s'est imposé, c'est que je me suis demandé quel était ce changement. Gandhi nous parlait d'un changement, mais quel est ce changement? Et la seule réponse qui m'est venue, ça a été l'amour. Be the love you want to see in the world. Et si je repense au contexte dans lequel cette formule m'est venue, c'était l'été 2018, quand il y a eu des incendies qui ont fait le tour du globe. Ça a commencé avec la taïga en Sibérie. Ensuite, il y a eu les feux de tourbière au Groenland. Et puis, c'est l'Amazonie qui a pris feu. Et puis, la Californie. On s'est aperçu que les forêts du Congo brûlaient aussi, également en Indonésie. Et puis après, ça a évolué avec ces feux de l'Australie, les méga feux qu'on n'avait jamais vus de mémoire humaine. Et puis aujourd'hui, cet autre feu qui est celui de la maladie avec le coronavirus. Donc, j'étais plongée dans cette douleur de prendre conscience de toutes ces formes de vie par milliards qui agonisaient, qui brûlaient vives sur la planète. Et je me suis rappelée à ce moment-là, ce qui m'est venu, c'était cette formule de sœur Emmanuelle qui disait « transformer les germes de mort en germes de vie », avec la puissance de l'amour, justement, de l'amour qui a la capacité de donner la vie. Et donc, c'est comme ça que m'est venue, j'ai eu l'impression que je répondais en quelque sorte à Gandhi en lui disant, aujourd'hui, en 2020, c'est vraiment be the love you want to see in the world. Et je ne veux pas parler trop longtemps, mais je dirais aussi, je me référerai aussi à toutes les études en neurosciences affectives et sociales qui confirment
complètement, qui vont vraiment dans le sens de ce que font Anjou et Pascal, et qui nous disent une chose, c'est que l'être humain est fondamentalement bon, fondamentalement aimant. Et on a besoin de se rappeler ça, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ce déchaînement de haine et de violence, on peut être complètement désespéré. Ça m'arrive de l'être. Ça m'arrive de l'être parce que j'ai une sensibilité forcément empathique, et quand je vois jusqu'où peut aller cette déferlante de haine et de violence, ça me fait profondément mal. Et là, justement, je reviens en moi-même. Et c'est là que la méditation a toute sa place. Je parlais donc méditation, be the love. Donc méditation, en fait, comme Abby nous a montré la couverture du livre, et sur la couverture du livre, il y a ces 3 piliers. Donc les 3 piliers des méditations be the love, c'est ne pas perdre la vue, ce qu'on appelle la vue. Et ici, dans ce contexte, en fait, il s'agit du Dzogchen, des méditations Dzogchen, de la grande perfection. Donc la vue, c'est cette vue de la bonté fondamentale, de l'amour qui est notre réalité première en tant qu'être humain conscient. Donc ça, c'est le premier pilier, la vue. Le deuxième, la contemplation, c'est-à-dire par la méditation, nous centrer, nous ancrer dans cette bonté fondamentale. Et le troisième pilier, eh bien, c'est l'action. C'est-à-dire, c'est incarner dans nos situations de vie, à notre niveau, cet amour que nous sommes originellement. Et là, ça nous permet de déployer véritablement l'amour, que ça ne soit pas juste une formule, mais que ça devienne une vérité, notre vérité, et puis notre être. J'aime beaucoup, d'ailleurs, je me réfère souvent au sens indien de la vérité, satya. Satya, la vérité, la racine de la vérité, c'est l'être. Et donc, à travers la méditation, on va pouvoir incarner dans notre être cet amour que nous sommes au plus profond, au plus intime, et dans l'action, on va pouvoir rayonner, on va pouvoir diffuser autour de nous cet amour. Et donc, c'est une forme de préparation à l'action à travers la méditation, et c'est la synergie des deux, de la méditation et de l'action, qui a fait que donc j'ai utilisé cette formule de médite-action. Et j'ai vu passer aussi ce très beau message de Tara qui disait qu'au fond, l'énergie positive, l'énergie négative, c'est de l'énergie, oui. Et l'une va nous amener vers des actions positives qui vont nous permettre de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin des autres, prendre soin de la planète. Et puis l'énergie négative, elle va nous amener à nous détruire nous-mêmes, détruire les autres, détruire la planète. Et il me semble qu'il y a là cette vision justement de non-dualité, à savoir que l'amour et la haine ne s'opposent pas malgré les apparences, que la haine, c'est cette énergie d'amour en devenir. C'est en fait la haine et la violence, c'est de l'amour qui ne se connaît pas. C'est l'échec de l'amour, c'est la blessure de l'amour, c'est l'incapacité à nous connaître nous-mêmes et à reconnaître en nous cet amour que nous sommes. Et malheureusement, on vit dans un contexte où on est toujours projeté à l'extérieur de nous, à la fois dans la pensée, c'est-à-dire qu'on va suivre des idéologies, des croyances qui ne nous appartiennent pas, mais qu'à travers les conditionnements que nous avons, à travers ces prismes de conditionnement, nous allons adhérer à ces croyances. Et nous allons suivre à travers ces conditionnements, suivre des mouvements et nous engager dans des actions qui trahissent complètement l'amour que nous sommes. Et je voudrais peut-être terminer, parce que je ne sais pas, par rapport au temps que j'avais, c'est peut-être un petit peu long, mais on m'a demandé récemment d'écrire une prière pour les animaux. Et ce qui m'est venu, ce n'était pas une prière pour les animaux, de moi, humaine, qui vais écrire une prière pour protéger les animaux, mais c'était plutôt partir des animaux et sentir l'appel des animaux, qui est l'appel de la vie, et qui nous disent, mais vous êtes la seule espèce sur Terre à avoir trahi votre vérité. Votre vérité, c'est cet amour que vous êtes. Et cet amour que vous êtes, il n'est pas différent de l'amour que nous sommes, nous les animaux.
Et nous sommes, nous les animaux, comme vous les humains, nous sommes le même amour, la même manifestation de l'amour. Et donc nous vous appelons, nous vous invitons à reconnaître cet amour en vous, ou je terminerai sur cette formule, be the love, soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager après avoir écouté cette magnifique introduction et présentation de Tara School et Mahatma Gandhi School. Merci beaucoup, Sophia. Merci pour cette belle perspective sur la notion de l'amour qui complémente la notion de l'éducation et la vision de Andrew et Pascal. Et je pense qu'on a besoin d'incarner nos relations, la coopération et la collaboration avec cette intention. Marc, si tu veux conclure avant qu'on passe aux questions-réponses. Oui, moi, voilà, je voulais vous remercier tous les trois parce que j'ai été touché par à la fois la beauté et la profondeur de vos témoignages. Merci on beaucoup. peut passer aux questions. Et Sophia et Pascal, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions, des témoignages, des remarques à l'oral ou à l'écrit? Ah, Alice, il faut mettre le micro, Alice. Oui, vous m'entendez? Oui. 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 Merci beaucoup. C'était tellement riche. Je partage vraiment vos avis. Je vous félicite pour cette magnifique école et pédagogie et esprit que vous avez créé. Je me présente, j'ai travaillé beaucoup dans l'éducation à tout niveau et récemment pour une école à Paris qui est un des premières écoles Montessori, mais qui suit aussi les idées de la neuroscience, de Freinet, de Reggio Emilia et du non-violence. Et j'ai vu vraiment qu'il y avait un problème d'intégrer les attentes des parents. Oui, il y avait deux grands, pas problème, mais bon, je ne vais pas commencer en anglais, mais in actual, like just big blocks of financing. Obviously, financing, I understand you're an association, you've got government funding. No, we don't have any government funding. In fact, parents pay the fees. Okay. And there are scholarships for the poor children. And then do you have like some kind of foundation then in order to be able to pay for different? Nothing at all. No, it's all completely self-financed. It's the parents who can afford, they pay. And then we manage to run the school with the funds through the fees that the parents pay. Okay. Yeah. I mean, this was the same situation in France. And the other question that I had for you, I mean, I understand that the International Baccalaureate is really quite expensive. And therefore, your thoughts about propagating this model in national schools? Yeah, so what happened was that, je peux dire en français aussi, en fait, nous, dès le départ, il y a 22 ans, on a voulu créer une école internationale pour toucher une population de middle class et des pauvres, les enfants pauvres, parce que Pascal étant très français, voulait l'accessibilité à une autre population. Normalement, les écoles internationales de baccalauréat international, sont destinées aux enfants de très riches ou des diplomates, etc. Donc ça, c'était déjà la première chose. Donc, quand on a créé l'association, la municipalité nous a donné le bâtiment, mais on n'a pas eu l'argent. Ça, c'est les parents qui payent. Alors, les frais d'inscription sont différents selon le background du parent. Les parents qui sont riches donnent un peu plus et les parents qui sont middle class, ils donnent un peu moins. Et puis, ceux qui sont très pauvres, on a 20% des enfants extrêmement pauvres qui viennent des bidonvilles, ils ne payent rien. Ils vont jusqu'au bac. Donc ça, c'est déjà la première chose en termes de… et on a quelques parents très riches qui peuvent payer aussi pour les autres. Donc, le secret, c'est d'avoir quelques parents très riches et qui acceptent
qui sont contents en fait de contribuer à l'éducation C'était d'autres ça la enfants. question, non? Il y avait une autre Oui, question? Il y avait par rapport aux moyens. Non, mais il y avait des écoles qui fonctionnent comme ça à Paris. Oui, national. Oui. Alors, c'est très intéressant. Ça, c'est la synchronicité dont parlait Jung. Parce que la dame qui a commencé cette école il y a 22 ans, qui était dans la municipalité, et on a eu beaucoup de difficultés pour commencer cette école. Il y a eu des émeutes, il y a eu ils ont brûlé des bus, il y a eu des agitations, ils ont fait des cas contre nous, ils ont dit il y a un étranger, pourquoi international, pourquoi un homme blanc qui va venir nous enseigner, c'est l'impérialisme, etc. Pourquoi la municipalité a, entre guillemets, vendu le bâtiment, tandis que ce n'était pas vendu, c'était une association dans laquelle on fait partie. Mais bon, on a gagné les cas, etc. Alors, cette dame qui était dans la municipalité à cette époque est aujourd'hui secrétaire d'éducation pour toute l'Inde. Et ses filles ont étudié dans notre école et elle était convertie. Et c'est un haut fonctionnaire. Donc, c'est elle qui a poussé avec le gouvernement indien toutes ces réformes. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de former, 12 lakh teachers. 1 200 000. 1 200 000 de profs à travers les online formations, à travers le plateforme indien, mais ce qui est du gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé cette école, il y a plein de gens qui m'ont dit, d'accord, c'est un centre d'excellence aujourd'hui. Alors, il y a eu bien sûr des défis, les parents qui ne comprenaient pas, ils disaient comment est-ce que les enfants ils vont réussir, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais il y a eu cette remarque, et des fois par un ami français qui m'a dit, bon, ben, c'est sympa ton école, mais qu'est-ce que ça va changer? C'est un centre d'excellence et tout. Et en fait, dans un sens quantique du terme, on a changé énormément. C'est juste cette école directement qui a changé la réforme pour toute l'Inde. Et c'est récent, c'est juste le mois dernier. Je veux dire, il y a un mois où tout ça s'est passé au niveau national. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va aller jusqu'à toutes les écoles parce qu'il y a la formation à faire, le gouvernement c'est énorme, nous on est juste 2 individus avec une petite équipe, mais pourtant on est en train d'essayer à faire ça et donc il y a quand même pas mal d'écoles qui sont déjà sur cette voie. Aujourd'hui, apprentissage par l'expérience est devenu obligatoire en Inde, d'après les nouvelles réformes. Il n'y a plus de sujet, il faut apprendre à travers les projets, etc. Donc tout ça c'est en mouvement en ce moment. Oui, et puis il y avait aussi la question par rapport aux parents. Oui, bah oui, bien sûr, c'est en fait quand on fait une école, on se rend compte très vite qu'il n'y a jamais de problème avec un enfant. Jamais. L'enfant, avec les enfants, ça marche toujours. Le problème, c'est toujours avec les parents. Et donc, il y a toute une éducation. En fait, l'éducation, ça doit être l'éducation des parents. Et c'est normal puisqu'on devient parent. Alors qu'il y a des écoles, il y a des licences et des permis pour tout, pour conduire une voiture, pour conduire un bateau, pour etc., etc. Il n'y a aucun permis et aucune licence pour devenir parent. On devient parent comme ça. On n'apprend pas, on devient parent. Et en fait, il y a un besoin. Parent, c'est pas facile. C'est le métier sans doute le plus difficile au monde. Et donc, il y a tout ce travail, effectivement, d'amener les parents. Et quand on réussit, ben, c'est la plus belle preuve, c'est justement ce parent qui est aujourd'hui à la tête de toute l'administration indienne en ce qui concerne l'éducation et qui a été tellement transformé par l'expérience, parce que ce n'est pas seulement ses enfants qui ont été transformés, elle avait 2 filles. Mais elle a dit sur toutes les plateformes, elle a dit c'est toute la famille qui a été transformée, c'est son mari qui a été transformé, qui était complètement indécis, qui était complètement sceptique sur ce type d'éducation, et ça a changé tout le monde. Donc ça a changé le mode de perception et les croyances, quoi. Voilà. Donc oui, il faut de l'éducation aux parents, bien sûr, plus qu'aux enfants en fait. Les enfants, on n'a pas besoin de faire l'éducation, ils apprennent tout ça, ils savent déjà. En fait, il suffit de les laisser. Les enfants, il suffit de les laisser, ils s'épanouissent tout seuls. Parce que la connaissance, elle est à l'intérieur. Et c'est ça tout le travail maintenant sur lequel on est. C'est justement sur l'intuition, développer l'intuition, comment dirais-je, l'expansion de la conscience, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'enseigner quoi que ce soit aux enfants. Mais par contre, il faut changer tout l'écosystème, c'est-à-dire ça commence par les parents, mais après c'est les oncles, les tantes, les grands-parents, les amis, les voisins, etc., etc. C'est tout l'écosystème qui est autour de l'enfant qu'il faut changer. Parce qu'on est tous conditionnés, tout le monde est conditionné.
Alors, si vous avez des commentaires sur comment on peut faire mieux en France, spécialement avec le système d'éducation nationale. Alice, Moi, oui, je veux bien. je vais vous mettre en connexion par mail. Je suis sûr que vous avez plein de choses à échanger juste pour garder le temps. On va juste prendre une dernière question parce que je sais que Sophia aussi doit partir. Il y a Suzanne qui a une question et qui fait le lien d'ailleurs entre Andrew et Pascal, parce que vous étiez en relation avec le Dalai Lama récemment. Vous avez fait une conférence avec lui, je crois. Vous avez échangé avec lui. Et là, Suzanne a une question. Suzanne, elle peut prendre la parole si elle veut, mais sinon, je peux la lire. Hein. Donc, elle s'adresse plus à Sophia. Est-ce que, Sophia, tu connais le programme éducatif initié par le Dalai Lama en juillet 2019 depuis Delhi et qui s'intitule Social Emotional Ethics? Alors oui, c'est C-Learning, hein, Social Emotional Ethics. Je vais vraiment faire très vite parce que je dois enchaîner sur une formation, donc là, je suis obligée de vous quitter. C'est basé sur les découvertes récentes en neurosciences affectives et sociales. Et ça a été donc vraiment travaillé par toute une équipe à l'Université d'Emory, près d'Atlanta. Et c'est un programme, je pense, révolutionnaire qui, je pense que Andrew et Pascal sont tout à fait dans l'esprit de ce programme. Bien sûr, il y a toute la sagesse aussi et la sagesse de l'Inde. Le Dalai Lama dit toujours que la psychologie occidentale, c'est vraiment une psychologie complètement infantile par rapport à la psychologie indienne, par toute cette tradition de l'intériorité. Et ça nous montre aussi tous ces pouvoirs de l'intériorité, les pouvoirs de l'esprit. Et comme il dit aussi, si on transforme le système éducatif en une génération, on peut régler notamment les problèmes de la violence. Donc, écoutez, bravo à tous les deux. J'espère qu'on pourra bientôt revenir en Inde. Ça me manque beaucoup parce que j'y vais facilement 3-4 fois par an. Et puis, je serais ravie d'en savoir plus sur ce que vous faites et puis d'échanger avec vous. Merci Abby, merci Marc et merci à vous tous. Et voilà, que tous ensemble, nous soyons cet amour que nous voulons voir dans le monde. Merci. Merci beaucoup, Sophia. Merci, Sophia. Merci beaucoup. Merci. Je vous attends. Bienvenue ici. Donc, s'il y a une dernière question, et J'ai une question sur Diwali. Ça dure combien de temps? C'est juste une journée ou une semaine? Ça dépend où on est, ça dépend de la région. Ici, ça peut durer assez longtemps. Les vacances de Diwali, c'est 3 semaines de vacances. En fait, c'est l'équivalent de Noël, si tu veux. Donc, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le Dashera, c'est le jour où le Ram il a tué Ravan, le roi de Sri Lanka à cette époque, enfin dans l'épique. Donc, ça commence là. Celui qui a 10 têtes. Et donc, ça continue. Donc, il y a plusieurs étapes, mais Diwali, c'était avant-hier. Mais de toute façon, c'est 3 semaines de vacances. Hein. Okay. Et tous les magasins sont fermés pendant 5 jours. Enfin, ici, dans le Gujarat. Dans le Gujarat. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont déjà été en Inde. Jean-Charles, Ronald, Louisa peut-être, Suzanne. Céline, bien sûr. Oui. Ok, on vous donne rendez-vous en 2021 alors pour la suite. Et Abby, tu ne voulais pas parler du lieu? Ça serait une surprise. Ah, okay. Donc pour le deuxième Frugal Innovation Day, il y aura 2 jours en ligne. Et le 3e jour, ça serait à 1 heure de Paris, en Normandie. Voilà. Et, bon, tout le monde est bienvenu ici, hein, quand ça va, entre-temps, quand ça va s'ouvrir. Pour l'instant, en Inde, les cas étaient en train de diminuer. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut remonter peut-être, on ne sait pas non plus. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la résistance des gens? On ne sait pas.
Donc, c'est pas aussi dramatique. Tout est ouvert ici. Personne ne met des masques en dehors de la ville. Pour le Diwali, il y avait des milliers de personnes partout dans les rues et c'était un peu effrayant. Mais bon, on espère que parmi les 3000 quelques dieux qui sont existants en Inde, il y en a certainement une déesse pour les pandémiques qui va nous protéger. Donc, on attend. En tout cas, vous êtes tous bienvenus ici dans le Gujarat, voir notre école. Et ça, c'est notre maison qu'on vient de faire, mais c'est une espèce de monastère qu'on a fait. Bon, il fait un peu noir, donc je ne peux pas vous montrer, mais vous êtes bienvenus. On va programmer ça alors avec tout le monde, un petit voyage en Inde. Absolument. Merci beaucoup à vous tous À bientôt. et à bientôt. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir, belle journée à tous. Merci. Merci Abby, merci Marc et Merci. salut Pascal Anjou. Salut Michel. À très vite. Merci. Coucou. Ça va, Roland?